Yaorana et bienvenue dans Manava. L'hyperuricémie, ou appelée plus communément la goutte, une maladie qui ne cesse de progresser en Polynésie. Comment faire face à ce fléau? Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Erwan Holler, spécialiste en médecine interne. Yaorana Erwan. Yorana. Leilani Germain, patiente atteinte de la goutte. Yaorana Leilani. Yorana. Janice Yaorana. Yorana Stéphane. Tu nous expliques ce qu'est la goutte. Et oui, la goutte est une maladie chronique fréquente, une des formes les plus courantes d'arthrite. Elle est décrite dès la Rome antique et est appelée podagre dans un premier temps, avant de prendre l'appellation de goutte à la Renaissance. On l'a décrit comme une inflammation d'articulation, c'est-à-dire une sorte de brûlure due à de l'acide urique et peut être extrêmement douloureuse. Cet acide urique est un déchet circulant dans le sang qui résulte de la dégradation de substances appelées purines. Lorsque l'acide urique s'accumule, généralement parce qu'il n'est pas correctement éliminé dans les urines, des cristaux en forme d'aiguille peuvent se former dans les articulations, souvent à la base du gros orteil. L'articulation enflammée peut être chaude au toucher, enflée et affreusement douloureuse. Taoté, quels sont les facteurs de risque à développer justement cette maladie? Alors, les facteurs de risque de la maladie goutteuse sont essentiellement génétiques et également des facteurs d'environnement que constitue le syndrome métabolique, donc qui est un terme qui regroupe plusieurs maladies qui comprennent l'obésité, l'hypertension, le diabète et toutes les maladies cardiovasculaires. Donc la génétique compte pour beaucoup dans la maladie goutteuse et les facteurs d'environnement qui vont venir impacter et majorer ce risque chez les patients. En général, pour faire très clair, qu'est-ce qui peut provoquer les crises de goutte? Alors, ce qui va provoquer les crises de goutte, c'est essentiellement ce qui va faire augmenter l'acide urique dans le sang. Donc, l'acide urique dans le sang, il provient de notre métabolisme interne, donc on en produit tous les jours, et ça correspond presque à 80% de la production d'acide urique. Et les 20% restants sont l'acide urique qui provient du milieu extérieur, donc ce qu'on mange. Et donc, il y a les aliments et la boisson, et notamment l'alcool, et plus particulièrement la bière. Oui, qui est réputé pour être très problématique quand on fait de la goutte. Tout à fait. Leilani, toi, tu as la gentillesse de venir témoigner, donc tu souffres de la goutte Oui, depuis longtemps, depuis quand même 6 ans. 6 ans. Et comment est-ce que tu vis ça tous les jours? Est-ce que tu as des crises comment est-ce que ça fonctionne? Tu as des crises régulièrement ou c'est de temps en temps? Juste avant de me faire traiter par Toté, oui. Je faisais souvent des crises, mais vraiment douloureuses, C'était très compliqué. très Une compliquées. crise de goutte, ça dure combien de temps? Ça peut être court, ça peut être long. Oui, ça peut être court comme 2, 3 jours, ça peut être long comme 2 semaines. Alors, 2, 3 jours, moi je pensais que c'était long, donc en fait c'est court, 2, 3 jours. Une crise peut effectivement être très courte dans sa durée, notamment quand on débute un traitement relativement tôt. C'est ce qu'on appelle maintenant la stratégie du comprimé dans la poche, c'est-à-dire que les patients, ils savent que leur crise va arriver et consigne leur est donnée par leur médecin traitant de prendre le plus vite possible leur comprimé de colchicine qui va permettre de faire céder la crise, et parfois la crise peut céder en quelques heures et ne pas se développer. D'où l'importance de, un, connaître sa maladie, et deux, d'avoir vu son médecin et d'avoir discuté avec lui de tout ça. Leilani, toi, tu avais déjà de la famille qui avait de la goutte? Oui. Et tes premières crises, tu as été surprise? Non. Je savais pertinemment que C'était des crises de goutte? Oui. Donc tu es allé voir un spécialiste. Le diagnostic se fait comment, Erwan? Alors le diagnostic, il est essentiellement clinique, c'est-à-dire que c'est sur la présentation de la maladie, les symptômes et les signes qu'on va apercevoir, qu'on va faire le diagnostic de crise de goutte, en sachant que le diagnostic est relativement facile quand les patients ont les critères d'âge retenus de façon Homme, courante. 50 ans. Exactement, Voilà. homme à partir de 50 ans. Le diagnostic est beaucoup plus compliqué quand c'est des patients qui sont jeunes, et a fortiori quand c'est des femmes jeunes. Donc Leilani qui est jeune est une femme, et une femme, ça a dû être
C'est surprenant, on va dire. C'est surprenant. Avec un peu d'expérience, on pense beaucoup plus souvent à la goutte en métropole. Le diagnostic sera beaucoup plus compliqué. Ici, il y a le RAA aussi sur lequel il ne faut pas se tromper. Donc, c'est vrai que chez quelqu'un de jeune, c'est ou le RAA ou la goutte. Donc, le diagnostic peut être parfois un peu compliqué, notamment si on n'y pense pas. Le diagnostic, tu le confirmes comment? C'est de faire c'est faire la preuve de la présence de ces cristaux d'acide urique dans l'articulation ou dans la peau, par exemple, en faisant une biopsie ou une ponction de l'articulation. Et c'est ce qui permet de faire un diagnostic certain. Après, quand on ne peut pas faire cette ponction, c'est la clinique, c'est la réponse au traitement et éventuellement une échographie qui va confirmer ou donner des signes, des arguments en faveur. Donc toi, Leilani, tu es allé voir un spécialiste, ils ont découvert que tu avais la goutte, bon, tu t'en doutais un petit peu, et à partir de ce moment-là, tu as à la fois commencé un traitement, donc le nom du médicament, je serai incapable de le répéter. Alors, il y a deux types de médicaments. Donc, il y a le médicament qui va traiter la crise et le médicament qui va empêcher que les crises n'arrivent. Donc, le traitement qui va empêcher la crise, c'est la colchicine le plus souvent. D'accord. Donc tu es passé à la colchicine, et ensuite tu as commencé à changer des choses dans ta vie de tous les jours? Oui, mon alimentation, surtout. Et, Avant, tu avais une alimentation très riche, oui, c'est quand ça, même. hein, on va en parler ensuite, Erwan, et après, donc tu as commencé à faire attention à ton alimentation Oui, et à prendre le traitement. oui, c'est ça. Erwan, toi, donc, changement d'alimentation, vous préparez des menus, il y a toute une éducation à faire? Alors, nous, en hospitalisation, on a des diététiciennes qui viennent et qui font déjà un premier travail sur l'alimentation des patients, voir ce qui cloche et ce qui ne va pas dans leur consommation. Et ensuite, il y a des conseils qui sont donnés sur certains aliments à éviter, d'autres à privilégier, et pour essayer d'améliorer, parce qu'effectivement, la goutte, il faut aussi jouer sur les règles hygiéno-diététiques, donc qui vont permettre de limiter cet impact de l'environnement sur la maladie. Bon, l'idée, c'est de ne pas faire monter son taux d'acide urique, Tout à fait. dans l'absolu. Donc, quels aliments les font, on en parlait vaguement tout à l'heure, mais on va essayer de préciser un peu plus, quels aliments vont faire monter le taux d'acide urique et lesquels ne vont pas jouer sur ce taux d'acide urique et sont plutôt bénéfiques alors? Alors, les aliments qui Aliments et font... boissons, parce qu'on va parler de la bière Oui, obligatoirement. voilà, c'est ça, ça va aller de pair. Donc, les aliments qui sont riches en purine, c'est en gros certaines viandes, les viandes dites grasses comme le porc, l'agneau, le veau, tout ça. Il y a les poissons gras et le poulet avec la peau, et certaines légumineuses, notamment les lentilles, qui sont assez souvent consommées en Polynésie et appréciées. Ce qui est inquiétant, c'est tout ce que tu viens de citer, fait partie des choses qu'on aime beaucoup manger en Polynésie. Et partout ailleurs, effectivement. Et on peut se dire, bah, qu'est-ce qu'on mange finalement? Donc, il y a tout un travail qui doit être fait. Déjà, limiter les quantités, varier dans le temps et éviter donc les facteurs en plus dont j'ai pas parlé, comme l'alcool et la bière notamment, et les sodas qui sont extrêmement favorisants de l'hyperuricémie et donc de la goutte. Donc, il faut jouer là-dessus et privilégier certains aliments qui vont... Alors lesquels? Alors là, on est plutôt sur Légumes frais? les légumes frais, donc les fibres et les laitages, le café et le thé. Ah, très bien. Mm. En termes de poissons, tu parlais des poissons gras, mais Ouais, poissons de lagon? c'est essentiellement les poissons gras. Après, les poissons de lagon peuvent plus ou moins favoriser, mais sont quand même moins réputés pour. Donc là, on est clairement face à un vrai problème en Polynésie, parce que tout ce que tu viens de me citer, c'est tout ce qui nous fait plaisir et tout ce qu'on aime manger. Leilani, hein, je te vois sourire, tu es d'accord? Je crois que voilà. Et toi, tu réussis à te maîtriser maintenant et te dire, bon, ça j'aime, mais j'ai la maladie en face. Est-ce que tu réussis à réfréner tes envies, à te dire, je vais pas boire ça ou je vais pas manger ça? Oui, complètement. Et Surtout que j'imagine le dimanche, enfin en tout cas dans la coutume tahitienne, on a l'habitude de manger ma Tahiti ou petit déjeuner pois rôti. Ça doit être difficile quand même lorsque tu vois toute la famille. Est-ce que la famille s'est adaptée aussi Oui, à ta maladie? oui, Donc on a complètement banni le pois oui, rôti le c'est dimanche. ça. Même pour le poisson cru, j'imagine. Peut-être de temps en temps, mais voilà, plus aussi souvent qu'avant. donc toi, un repas classique, qu'est-ce que c'est pour toi maintenant? Du riz. Ouais, du riz avec du poulet blanc.
Ouais, c'est pas fun quoi, hein, c'est Ouais. pas. Alors après, j'imagine qu'on peut aussi, on peut cuisiner plein de choses et pour leur redonner du goût, hein, mais il y a un vrai changement à faire dans sa vie, quoi. Tout à fait. Et, en fait, un régime, c'est toujours difficile à suivre sur la durée. Et moi, ce que je dis souvent aux patients, c'est que bah, finalement, en prenant bien leur traitement et en faisant quand même assez attention à leur régime, on arrive à faire des excès, entre guillemets, de temps en temps, parce que sinon, on tient pas dans la durée. Donc, on peut se permettre une bière parfois le dimanche ou éventuellement le mat Tahiti, à condition que le traitement soit bien pris. Et du coup, on réduit le risque de crise de goutte, hein. Et on concentre le plaisir sur cette bière-là. Alors, Tout à fait. on n'incite pas les gens à boire de la Non, pas bière. du tout. Non, non, c'est Et pas. on connaît tous notre Voilà, train de vie en Polynésie, ouais. hein, on n'invente rien, on aime bien ça de temps en temps parce que ça fait aussi partie de notre joie de vivre. Mais il faut resserrer tout ça et avec modération, évidemment. Comment on en arrive, toi maintenant, pour si tu as des enfants, si tu en as déjà ou si tu veux en avoir, tu réfléchis déjà à la façon dont tu vas les nourrir et leur expliquer ce qu'ils peuvent manger ou pas manger, puisqu'il y a un risque d'hérédité? Oui, il y a un risque d'hérédité qui est très fort en Polynésie. C'est quelque chose dont on suspectait l'origine, puisque cette hérédité elle a été mise en évidence en Nouvelle-Zélande. Et là, il y a une étude qui a été faite récemment dont les résultats ne sont pas encore sortis, mais on s'est aperçu qu'il y a quand même une très très forte prévalence de la génétique en Polynésie française. Alors, est-ce que tu as des enfants, Leilani? Non. Donc pas encore. Et est-ce qu'il y a des petits autour de vous Oui. et vous faites déjà attention? Ou Oui. pas encore? Il faut commencer très tôt, j'imagine, Erwan, à être vigilant? Oui, concernant la goutte, mais concernant même en règle générale toutes les maladies On est liées d'accord. au syndrome métabolique. Mais particulièrement là, puisqu'on parle de la goutte, si Leilani a la goutte, il y a de grandes chances que ses enfants puissent l'avoir. Il y a une chance, ouais. Et en faisant attention à l'alimentation dès le départ, on va réduire ce taux-là, possible? Il est très probable, ouais. Oui. On va faire une pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités, Erwan Euler, spécialiste en médecine interne, et Leilani Germain, patiente qui a la gentillesse de venir nous parler de sa maladie. Janice, détaille-nous les chiffres liés à la goutte. Ouh, la goutte est un fléau en Polynésie. Au Fénois, la goutte touche en réalité 20% de la population polynésienne, soit 2 personnes sur 10, ce qui est très important hein, puisque c'est le taux le plus important dans le monde. D'après les données de la CPS, le nombre de patients ayant bénéficié d'un remboursement hein, pour un traitement anti-goutteux en Polynésie s'est élevé à plus de 15 000 personnes en 2016 contre plus de 17 000 personnes en 2019. Des facteurs génétiques et les habitudes alimentaires expliquent notamment ce chiffre élevé, mais les autres facteurs qui interviennent dans la maladie goutteuse sont aussi l'âge pour les personnes âgées qui sont les plus à risque, mais aussi le sexe puisque les hommes sont plus concernés que les femmes. On comptabilise environ 750 hospitalisations par an en Polynésie. Taoté, une étude épidémiologique a été réalisée en 2021. Qu'est-ce qui ressort de cette étude? Alors, cette étude, c'est la première étude qui a été réalisée sur l'épidémiologie de la goutte en Polynésie. Donc, on se doutait qu'il y avait énormément de gouttes en Polynésie sans pouvoir affirmer la fréquence de cette pathologie. Donc, on estimait grosso modo à 10% la population touchée par cette maladie. Et les études ont en fait dépassé nos attentes puisque les chiffres ils sont même maintenant plutôt aux alentours de 25%, ce qui correspond à près d'un adulte sur 4 qui serait touché par la goutte. Et quand on distingue en fonction du sexe, on a presque un homme sur 3 qui est touché par la maladie goutteuse. Ce qui est extrêmement important et probablement un record mondial de prévalence de la maladie. Donc là, on est quand même sur des chiffres, on va dire le terme, effrayants, hein. Puisque si on est sur 1 sur 4 en population et 1 sur 3 en hommes, est-ce que la Polynésie est suffisamment dotée de moyens pour y faire face? Oh, les moyens, ils existent et ils sont relativement simples, hein. C'est le traitement qui est un traitement qui est connu depuis très longtemps. L'allopurinol est un traitement qui existe depuis les années 50, qui est un traitement assez facile à prendre et qui est très efficace. Donc c'est pas compliqué de traiter cette maladie. Il faut juste
la diagnostiquer et deux, donner le traitement et à des bonnes doses. Cette étude justement avait montré que il y avait presque la moitié des patients qui n'étaient pas traités et dans ceux qui étaient traités, il y a seulement 5% qui arrivaient aux objectifs thérapeutiques. Donc il y a vraiment l'accent doit vraiment être mis sur un meilleur diagnostic et une meilleure prise en charge de la maladie. Et puis une prise de conscience. Et une prise Parce de qu'il y a un moment, conscience on va pas pouvoir collective. faire les choses. La nanny qui prend son traitement, je ne peux pas le faire à sa place, donc ça peut venir que d'elle. En plus, elle est jeune, donc c'est bien, elle le prend tôt. Mais dans toutes les différentes stades qui ont été faites, j'imagine que les maladies associées en font partie et génèrent encore plus de problèmes de gouttes. Oui, tout ça est associé. On connaissait les chiffres sur le diabète, sur les chiffres sur l'hypertension. Diabète type 2, hein. Le diabète type 2, oui, tout à fait. L'hypertension, l'obésité, donc ça, c'est des choses qui étaient connues. Par contre, l'hyperuricémie a souvent ou a longtemps été le parent pauvre de l'ensemble de ces maladies. Et c'est probablement pour ça que c'est sous-diagnostiqué et sous-traité en Polynésie, mais comme dans le reste du monde d'ailleurs. Je dirais que l'obésité, on peut s'en rendre compte, mais est-ce que quelqu'un peut avoir la goutte sans spécialement que ça se voit? C'est pas lié, ça a des impacts physiques? Il y a un impact physique dont Leilani pourra parler, hein. C'est vraiment très symptomatique. Les patients, ils ont mal, ils sont en arrêt de travail, ils prennent des médicaments parce qu'ils ont des douleurs. Donc il y a un vrai impact personnel, professionnel et sur les dépenses de santé également. Alors l'autre question, c'est est-ce qu'on guérit de la goutte? La goutte, c'est comme toutes les maladies chroniques, une maladie qui se traite, par contre qui ne guérit pas. Le diabète ne guérit jamais, l'hypertension ne guérit jamais, il faut prendre un traitement à vie. Parfois, quand on arrive à lutter contre les facteurs de risque, on peut se permettre de diminuer les traitements, voire éventuellement de les arrêter. Mais en gros, il faut considérer que quand on débute un traitement, c'est pour toute la vie. Ah oui, donc là, c'est pas de chance quand même. Est-ce que l'alimentation liée plus à Tahiti, Papeete et les personnes dans les îles, est-ce qu'on voit une différence? Alors, l'étude du professeur Pascard dont on parlait a échantillonné l'ensemble de la population, donc les patients de Tahiti, Moorea, des îles sous le vent, mais également des Australes, des Marquises, Tuamotu, Gambier. Et il y a autant de patients goutteux dans les îles qui sont censés avoir une alimentation un peu plus saine qu'ici à Tahiti où on a accès à tout. Donc au final, il n'y a pas énormément de différence entre Tahiti et les îles. Ouais, donc c'est la notion d'hérédité, la notion aussi dont tu parlais tout à l'heure qui rentre en ligne de compte. C'est ça où la génétique. La génétique rentre en ligne de compte. Tout à fait. Quand on a la goutte, est-ce que, hélas, cette maladie peut emmener sur d'autres maladies plus graves et hélas, peut-être aussi des conséquences beaucoup plus graves, type amputation, ce genre de choses? Alors parfaitement, donc la goutte a longtemps été le parent pauvre des maladies cardiovasculaires et on s'est rendu compte que c'était associé de manière totalement indépendante aux complications cardiovasculaires comme les infarctus, les AVC, les problèmes d'artérite au niveau des membres inférieurs. Donc c'est associé à toutes ces maladies-là et on a déjà eu des patients qui se faisaient amputer parce qu'ils avaient des complications notamment infectieuses liées à la maladie goutteuse, donc secondaire, mais tout de même en rapport avec cette maladie qu'est la goutte et des AVC qui sont plus fréquents chez les patients goutteux, des infarctus de la même façon. Donc c'est vraiment on fragilise le corps, donc obligatoirement on ouvre la porte à d'autres possiblement à d'autres problèmes. Oui, c'est une maladie qui doit vraiment être prise en compte de la même façon que le diabète de type 2 ou l'hypertension et toutes les autres. Et on sait pourquoi les hommes sont plus touchés par la goutte? Oui, on le sait, en fait, les femmes sont moins touchées, surtout parce qu'elles sont protégées par leurs hormones. D'accord. Donc jusqu'à la ménopause, le nombre de femmes est beaucoup moins important que les hommes. Et ensuite, cet écart, il est rattrapé après la ménopause, donc au-delà de 50 ans. Et dans les traitements pour les hommes et pour les femmes sont les mêmes? Ils sont parfaitement les mêmes. D'accord. On parlait tout à l'heure de la Nouvelle-Zélande et de Hawaï, on va dire un peu le triangle. Est-ce que Hawaï et la Nouvelle-Zélande sont dans les mêmes taux que la Polynésie ou un peu moins? Les premières études qui ont été faites et concernent surtout la Nouvelle-Zélande, il y a peu de chiffres sur Hawaï, mais on sait que même là-bas, il y a quand même une prévalence, donc un nombre de patients qui est assez important. Mais les chiffres les plus importants avaient été donnés par la Nouvelle-Zélande, où on se retrouvait
à des chiffres entre 8 et 10% de gouttes dans la population générale, et qui concernait plutôt la population maori, mais on ne s'attendait pas, enfin c'est ce qui donne comme des chiffres qui sont beaucoup moindres que ceux qu'on a eu récemment en Polynésie française. Est-ce qu'il y a des exercices particuliers qui peuvent soulager une crise de goutte? Leilani, toi, quand tu as une crise de goutte, est-ce que tu as des petits trucs qui font qu'en plus du médicament, ça te soulage? À part ne pas bouger mon pied, oui. Tu te poses, Oui, tu je me soulèves un pose. petit peu le pied et tu bouges plus. Oui. C'est quoi? C'est une sorte de crampe qui arrive ou... Plutôt une sorte de brûlure intense quand même. Et chez toi, cette brûlure vient plus dans quelle zone exactement? Parce que certains, c'est dans les genoux, dans d'autres articulations. Comment ça se passe pour toi, Leilani? C'est Non. plus au niveau de l'orteil? Du pied entier. Ah oui, carrément. Oui. On peut avoir plusieurs endroits où on a des crises de goutte? Tout à fait. Alors, c'est vrai que la présentation la plus typique, c'est l'atteinte du gros orteil. Mais en Polynésie, donc la goutte est vraiment différente de ce qu'on voit ailleurs, où on a des patients qui ont des atteintes polyarticulaires, c'est-à-dire de plusieurs articulations en même temps, qui sont confinés au lit parce qu'ils n'arrivent plus à marcher, qui n'arrivent plus à se lever, qui n'arrivent parfois pour certains plus à manger tout seuls, parce qu'ils n'arrivent plus à bouger l'épaule. Les articulations sont vraiment attaquées et il ne peut plus bouger, quoi. Voilà, c'est ça. Donc on a des patients qui sont vraiment extrêmement handicapés durant leur crise, et la répétition de ces crises va entraîner en plus un enraidissement de l'articulation et d'autres complications à plus long terme. Est-ce que les crises deviennent de plus en plus douloureuses Oui. en fonction de... Oui, Putain, moi, j'arrive toujours pas à digérer le fait que ça puisse durer 2-3 jours. Tu sens que- quand ça arrive, comment tu te comportes quand ça arrive, justement? Sur, Tu vas t'asseoir et... Est-ce que tu sens une crise de goutte arriver? ça dépend. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? C'est ça. Oui. Oui, tu sais que tu vas avoir une crise de goutte. Oui. Donc tu te prépares. Oui. Tu vas prendre le fameux médicament, Oui. redonne-moi le... Enfin, pas le nom, mais... La colchicine. La voilà, colchicine. qui est sur l'instant, c'est ça, sur le moment. Et tu vas te poser et tu attends d'avoir mal. De plus avoir mal. Ou de plus, pardon. Oui, enfin, avant, tu attends d'avoir mal et ensuite, tu attends de plus avoir mal. C'est D'accord. très compliqué, j'ai du mal à le percevoir et à comprendre. Oui. Et tu réussis maintenant à gérer cette douleur. Oui. D'ailleurs, Taoté, j'aurais une question. On voit que même les tontons de Leilani, la famille, est touchée par cette maladie. Est-ce qu'il n'y a pas un suivi, vu qu'on sait maintenant que c'est plus ou moins héréditaire, il n'y a pas un suivi global qui peut se faire sur la famille? Oui. C'est donc de toute façon, en considérant qu'il y a presque un adulte sur 4 qui est goutteux, ça voudrait dire que un adulte sur 4 devrait être suivi par son médecin traitant pour le traitement de la maladie goutteuse. Et ça, c'est sans compter juste l'hyperuricémie, donc qui est la condition nécessaire mais pas suffisante pour avoir de la goutte, c'est-à-dire que pour avoir une goutte, il faut avoir une hyperuricémie. Par contre, tous les patients hyperuricémiques ne font pas la goutte. Ok. Donc il y a d'autres facteurs qui vont se surajouter à l'hyperuricémie qui vont déclencher la fameuse crise. Et donc ça, c'est l'hypertension, c'est d'autres... Beaucoup d'autres facteurs qui interviennent c'est ça. lors de la crise. D'accord. Dans les stats, les chiffres que tu donnais, très clairement, ça veut dire qu'à un moment, il y a des personnes qui ont des crises de goutte, qui vivent avec et qui ne les traitent pas. C'est l'essentiel, je pense même. Hein, si on fait le calcul de ce que tu as dit, de comment on peut vivre avec une maladie aussi douloureuse et ne pas être affecté, se dire, il faut que j'aille voir mon médecin. C'est ce qu'on a du mal à comprendre, parce que c'est une maladie qui est assez facile à traiter. Donc tout à l'heure, on disait qu'on met l'articulation au repos, on peut la glacer, ce qui permet de diminuer la douleur. Il y a la colchicine qu'il faut prendre le plus rapidement possible pour casser la crise et empêcher qu'elle se développe. Et c'est vrai que quand on ne fait pas tout ça, la maladie commence sur une articulation, puis 2, puis 3, puis 4 et parfois plus. Et on retrouve des patients qui sont parfois hospitalisés parce qu'ils sont plus capables de subvenir à leurs besoins, de se lever, de manger. Il y a peut-être aussi une crainte de désociabilisation, puisque si le dimanche on aime être en famille et qu'on sait que ça va être compliqué, on prend sur soi et on continue à être en famille parce qu'on aime être ensemble en Polynésie. Donc ça doit être assez compliqué à analyser, à comprendre et à diagnostiquer.
Dans la vie de tous les jours, c'est probablement très difficile, effectivement. Leilani, Erwan, merci beaucoup. Leilani, merci d'être venu nous parler de ça et bon courage. Merci. On voit que tu es bien suivi. Merci de nous avoir expliqué ce qu'était la goutte. On a appris beaucoup de choses et vous avez encore beaucoup de travail, mais vous allez y arriver, j'en suis sûr. Vous êtes motivé. On va y arriver. On va y arriver. Janice, tu nous parles du programme TV sur TN TV ce soir. Ce soir sur TN TV, retrouvez à 19h votre Ciné Nuit, à 19h20 votre film Strange Music et enfin à 21h, 2 épisodes de votre série Legend of Tomorrow. Merci Janice. Bonne fin de journée sur TN TV et à demain.